Quel est votre métier? Bonjour Olivia. Alors mon métier, comment je peux dire? Je travaille déjà à Bruxelles, j'habite en France et je travaille à Bruxelles. Et je travaille dans un grand centre de formation qui s'appelle Bruxelles Formation pour des adultes. Et en fait, j'ai une équipe avec moi pour accompagner les enseignants, on appelle ça les formateurs et formatrices, pour les accompagner à adopter des méthodes pédagogiques nouvelles avec le numérique. Le numérique, c'est pas tout à fait l'informatique, mais avec le numérique. Voilà. Comme j'habite en France et je travaille en Belgique à Bruxelles, je pars tous les jours à Bruxelles en train. Voilà. Pourquoi vous êtes spécialisé dans l'intelligence artificielle? Alors, je ne suis pas vraiment spécialisé dans l'intelligence artificielle, mais c'était vraiment une passion depuis très longtemps. D'ailleurs, avant l'avènement de ChatGPT, dont tout le monde parle, à peu près un an, moi, il y a 2-3 ans, j'avais écrit un article sur l'intelligence artificielle et je cherchais un titre qui parlait aux gens. Je l'ai appelé éducation artificielle avec un point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que dans l'enseignement et l'apprentissage, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce que l'intelligence artificielle sera une valeur ajoutée à l'enseignement et l'apprentissage? Donc je me posais la question, j'avais développé des idées, tout ça. Puis après, quand est arrivé ChatGPT, j'étais un peu plus rassuré dans le sens où toutes les hypothèses que j'avais émises, elles étaient plutôt, je les retrouvais dans ces nouveaux concepts et j'ai réécrit un second article en disant que, ouais, attention, je pense que l'intelligence artificielle est plutôt un allié qu'une menace parce que je savais que les gens avaient un peu peur et tout ça. Voilà. Donc je m'intéressais de plus en plus parce que tout simplement, j'ai l'impression que ça peut aider les enseignantes et les enseignants, mais ça peut aussi aider vous, les élèves, bien sûr en l'utilisant de façon éthique et de façon critique, avec un esprit critique. Ça, c'est une autre chose. Donc voilà, je m'intéresse à tout ça, et ça fait partie d'une technologie nouvelle, probablement, qui va bouleverser un peu le mode de l'éducation, parce que les gens ne s'attendent pas à ça, ils ont peur. Et voilà, donc en fait, il va falloir que nous, de notre côté, les pédagogues, les technologues et tout ça, on essaye de faire passer le message en expliquant tout, en sensibilisant, et puis en prévenant des dérives qui peuvent exister. Quel logiciel utilisez-vous pour l'intelligence artificielle? Alors que pour l'intelligence artificielle, tu sais, il n'y a pas forcément juste un logiciel qu'on utilise, c'est plutôt des outils en ligne. Ce sont des outils qui vont nous permettre justement de converser avec ces intelligences artificielles pour pouvoir créer une sorte de dispositif comme ça qui va te permettre de faire quelque chose. Je vais te donner un exemple pour que ce soit clair pour toi. Par exemple, moi quand je donne des formations, alors je donne des formations pour des enseignantes et des enseignants, ils sont là, ils sont adultes, parfois, ils sont bloqués et moi je suis pas avec eux, donc je peux pas être tout de suite là pour les accompagner. Donc j'ai développé un outil justement, ce qu'on appelle ça, c'est une automatisation qui permet de faire ce qu'on appelle une foire aux questions dynamique. Alors ça veut dire quoi une foire aux questions dynamique? Je sais pas si tu as vu dans tes livres parfois quand tu arrives dans un site, tu as toujours une foire aux questions, tu as toutes les questions qu'on peut poser, tu vois, mais elle est statique, elle bouge pas cette foire aux questions. Mais moi j'ai développé une petite automatisation où les gens, quand ils ne trouvent pas la question dans cette foire en question, ils vont essayer de l'écrire eux-mêmes, la poser, et cette question, elle passe par un chemin, comme ça, par ce qu'on appelle les API, où elle va aller vers ChatGPT. Donc ChatGPT leur répond à ma place, et ils reçoivent la réponse. Alors tu vas me dire, est-ce que ChatGPT ne peut pas se tromper? Oui, il peut se tromper, et c'est pour ça que la réponse qu'ils reçoivent, moi aussi je la reçois, je regarde quand même, rapidement, sur mon téléphone. Si la réponse est correcte, je ne la fais pas. Si elle n'est pas bonne, à ce moment-là, je vais dire, attention, regardez, et tout ça. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est carrément ce qu'on appelle, on mélange en même temps l'intelligence artificielle à tout ce qui s'appelle l'automatisation, et du coup, ça donne des dispositifs hyper intéressants, et pour les gens qui apprennent, et puis pour les gens aussi qui enseignent. Quelle est la chose la plus folle que vous avez vue pour l'intelligence artificielle? La plus folle. Ah oui, alors, ma dernière expérience, d'ailleurs aujourd'hui je vais faire une conférence là-dessus, si j'ai un peu le temps je la montrerai, c'est que je me suis enregistré, j'ai créé un avatar vidéo de moi-même. Ah, ça veut dire quoi un avatar vidéo? Ça veut dire que je me suis mis face à une caméra, j'ai parlé pendant 10 secondes, l'outil en question dans lequel j'ai mis cette vidéo, il a retenu ma voix.
mes lèvres, ma façon de parler, tout ça. Et puis après, je prends cet avatar-là et je lui fais dire tout ce que je veux, le texte que je veux. Et puis je génère ce texte-là dans la vidéo et c'est la vidéo qui parle. Donc, moi, j'ai rien dit. Imagine que je dis bonjour, la MJC, je suis là aujourd'hui. Enfin, je l'écris, je ne le dis pas, pardon. Je l'écris et donc tout cet écrit-là, il passe dans mon avatar et il fait comme si c'était moi qui l'ai dit, alors que c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je suis tranquille. Donc, on peut imaginer toute la puissance de tout ça. Le jour où je veux faire un cours, je mets tout le cours dans une vidéo, et puis hop, je mets, et les gens pensent que c'est moi qui l'ai fait grâce à l'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est vraiment la chose la plus bluffante qui m'a intéressé ces derniers temps, ces dernières semaines. Voilà. C'est vraiment récent ce que je te dis. Ça va évoluer probablement. Avez-vous peur que ça remplace l'art, la créativité? Non, j'ai pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que, en fait, l'intelligence artificielle, il faut savoir, c'est pas une intelligence. Moi, j'aime pas trop dire l'intelligence, c'est juste une technologie augmentée. Elle va augmenter notre intelligence. C'est-à-dire, elle va nous assister. Mais, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas créatif, s'il utilise l'intelligence artificielle, il sera toujours pas créatif et ses productions ne le seront pas. En revanche, si quelqu'un est créatif, à ce moment-là, s'il utilise l'intelligence artificielle, ça peut être une aide. C'est-à-dire, ça va lui donner des idées, ça va lui donner des ouvertures vers des choses auxquelles il n'a pas pensé. Et à ce moment-là, il aura plus de temps pour exercer sa créativité, son esprit critique. Donc du coup, j'ai vraiment pas peur. Au contraire, j'ai bien l'impression que avec l'intelligence artificielle, on aura des productions de meilleure qualité parce que les gens utiliseront leur esprit critique et leur esprit d'analyse beaucoup plus parce qu'ils auront le temps de le faire. Et ils passeront, leur cerveau, il sera plus orienté vers le côté créatif que le côté, on va dire, rébarbatif, administratif et tout ça. Tout ça, ça peut se faire par la machine. La machine, elle ne va pas, elle n'a pas d'émotion non plus. Donc alors que dans la créativité, il faut ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et si on n'a pas d'émotion, on ne peut pas être créatif. Okay. Je vais y aller. Quand je vais au cinéma, je sais que je vais au cinéma, je sais que derrière la technologie, je sais qu'on peut me faire croire à peu près tout ce qu'on veut, mais je suis spectateur et je vais dans une salle de cinéma. Ouais. C'est la grande différence finalement, parce que quand on est sur les réseaux numériques, on ne sait plus cette fois-ci si ce que je vois est réel ou si ça a été inventé. C'est pas là où est un peu le risque et le danger, c'est pas tant ce que permet de faire la machine, c'est comment c'est apprécié et présenté au public. Ouais. C'est vraiment une question intéressante parce que de plus en plus, les productions qui sont faites avec l'IA ressemblent à la vérité. Du coup, on est désarçonné, on ne sait pas. Récemment, j'ai vu une vidéo qui était 100% faite avec l'IA. Je vous assure, si je vous la montre, vous allez dire « Ah, c'est bizarre, on dirait que c'est vrai ». Alors, nous, en France, ici, on en parle, mais j'ai été surpris de voir au Canada, par exemple, ils ont parlé de ce qu'on appelle des compétences numériques, et ils ont mis au milieu des compétences numériques l'esprit critique, l'éthique, l'esprit éthique. Et je pense qu'il faut sensibiliser, former les gens à cette éthique-là. C'est-à-dire c'est à eux d'exercer, de dire, voilà, si je dois faire quelque chose, il faut que je fasse attention, parce que ça peut induire des gens en erreur. Alors, vous allez me dire qu'il y a toujours des deepfakes, il y a toujours des gens malveillants. C'est sûr et certain, il y a toujours des gens malveillants. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment former les personnes à détecter ces petits défauts, ou alors aller chercher des vraies sources. Il y a toute une recherche de sources, un peu comme ce qu'on voit actuellement, mais avec l'IA, ça va se démultiplier, je suis d'accord. Donc il va falloir faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Quand vous dites que votre travail, ça consiste à amener l'outil numérique dans les apprentissages, oui. Est-ce que le livre, dans l'enseignement enseigné, c'est fini, c'est une autre époque? Alors, absolument, le livre fait partie de ces outils. D'ailleurs, quand je parle d'outils au service de l'apprentissage, je ne dis pas forcément d'outils numériques, j'entends par outils analogiques aussi. Je vais vous donner un exemple.
on parle de collaboration et les gens pensent qu'on peut collaborer qu'avec le numérique. C'est pas vrai. Moi, par exemple, dans mes formations, quand je fais de la collaboration, je mets des affiches comme ça, et puis les gens, ils se mettent debout et ils essaient de collaborer, d'interagir. Et je suis sûr et certain que l'intelligence collective qui est utilisée dans ce dispositif, eh ben, ça peut vraiment aider alors qu'on n'utilise pas le numérique. Donc, pour moi, le livre fait partie de cet arsenal d'outils, mais pas que le livre, mais aussi il y a d'autres choses, évidemment. Ça s'éduque, l'intelligence artificielle. On la rend de plus en plus performante, de plus en plus, j'ai envie de dire quasiment réelle et surtout pertinente. Oui, ça s'éduque, il y a des entraînements, c'est pour ça qu'elle est basée sur des milliards de paramètres, je vais en parler tout à l'heure à la conférence, et par contre il y a des biais aussi. En fait, quand ça s'éduque, c'est l'humain qui l'éduque. Donc forcément, il y a des biais qui se créent. Je donne un exemple de biais. Si vous demandez à une intelligence artificielle, ça m'est arrivé il y a 2 jours, de me faire une image d'un groupe de travail autour d'une thématique qui est l'intelligence artificielle, qui sont en train de réfléchir, de brainstormer, et ben il m'a fait, alors j'ai demandé à ce que ce soit diversifié, tout ça, les gens, donc ça va, il m'a mis des gens très diversifiés, mais n'empêche que c'était une personne avec costume, un blanc, qui parlait, qui expliquait aux autres. Alors, on a quand même quelques biais encore, auxquels il faut faire attention, et parfois quand on lui demande de trouver par exemple le nom d'une personne qui fait tel métier, il va être un peu sexiste. Voilà, donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Si je joue aux échecs aujourd'hui avec une machine très performante, ouais, j'ai encore une chance de gagner ou pas du tout? Ah bah, je pense que récemment, il y a eu justement des concours où la machine a battu l'homme, depuis très longtemps, l'intelligence artificielle, mais récemment encore, ils ont vraiment fait utiliser l'intelligence artificielle dans les échecs, et d'ailleurs, ça fait partie d'un exercice que je vais montrer tout à l'heure, où je vais montrer une image comme ça d'un jeu, et je vais demander à l'intelligence artificielle de m'aider à contourner ce problème pour gagner. Donc effectivement, alors ce sont des algorithmes, attention, c'est pas de l'intelligence, hein. C'est juste des algorithmes, c'est de l'entraînement, c'est des situations, ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des mots qui arrivent l'un derrière l'autre et qui vont nous aider justement à régler une situation, à analyser cette situation. Dans notre vie ordinaire, c'est devenu quelque chose qui est là, sans qu'on s'en rende compte. Finalement, dans l'État, je pense par exemple à l'industrie automobile, de plus en plus de processus qui relèvent de ces intelligences artificielles, dans la domotique également, finalement. Est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est quasiment omniprésent dans notre vie au quotidien? Oui, c'est omniprésent effectivement depuis très longtemps, sauf que maintenant le gros choc, le gros paradigme qui est arrivé, c'est que n'importe quelle personne peut utiliser grâce à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, à du texte. À partir d'un texte, on va pouvoir générer une image, on va pouvoir générer une vidéo, chose qui n'existait pas avant il y a quelques années. Comment on fait pour éviter la triche? La triche, pour l'éviter, je pense qu'il faut faire confiance déjà. Déjà, il ne faut pas être dans un esprit où on va devoir essayer de détecter la triche, parce que c'est voué à l'échec, à mon avis. À mon avis, c'est voué à l'échec si on veut vraiment détecter les tricheurs, parce qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle générative, à chaque fois qu'elle génère quelque chose, c'est différent de l'autre. Donc on ne peut pas dire que telle personne a copié sur l'autre, parce que ce ne sera pas le même texte déjà. Donc ce qu'il faut faire, je parlais tout à l'heure d'éthique, il faut aussi peut-être que les enseignants et les enseignantes réfléchissent à leur pratique. Comment, c'est-à-dire ils changent leur pratique en donnant la possibilité d'utiliser ces outils-là, mais avec toujours il y a un risque d'erreur, justement, ce delta par rapport à la réalité, c'est peut-être là où intervient l'esprit critique et l'analyse des élèves pour qu'ils puissent justement trouver où se trouve la faille. Donc, moi, à mon avis, il ne faut pas l'interdire. Et si jamais on laisse les gens l'utiliser, il faudrait qu'on leur demande aussi d'utiliser ce qu'on appelle le prompt qu'ils ont fait pour pouvoir l'utiliser, pour qu'on sache exactement comment ils ont fait. Quand la robotique est arrivée, dans les usines de production, on a dit ça y est, il n'y aura plus de travail pour les hommes, c'est les machines qui vont tout faire. 50 ans après, on a les mêmes craintes. Elles sont justifiées, ces craintes ou pas du tout? Tout à l'heure, j'ai montré une courbe. Alors, c'est la courbe qui s'appelle, j'ai oublié le nom, et en fait, dans n'importe quelle révolution qui arrive, il y a souvent une sorte de crainte. Les gens renient cette révolution
ils sont en colère, puis après il y a une phase un peu d'acceptation qui arrive au fur et à mesure. D'ailleurs, on dit souvent que dans une révolution au départ c'est rigolo, après ça fait peur, et après ça devient évident. Donc là, on est plutôt par rapport à l'intelligence artificielle, on est dans la phase où ça fait peur un peu. Parce que les gens entendent parler de tout ça. Je me dis que honnêtement, il faut un peu de temps. Regardez, je vais vous donner un exemple. La photographie, quand elle est arrivée, je ne sais plus si c'est en 1840, je pense, les peintres, les gens avaient peur de dire que les peintres allaient perdre leur boulot parce que les gens allaient faire des photos et c'est tout. Alors que maintenant, on voit très bien que les gens font des photos et les gens font de la peinture. C'est deux choses différentes et ça s'associe très bien. Puis enfin, dernière réflexion, je viens de faire un reportage sur le service d'imagerie médicale à l'hôpital de Douai, où là les applications de l'IA sont énormes. C'est-à-dire que pour le même résultat, on envoie aujourd'hui moins de rayons X pour faire un scanner, par exemple, que dans l'interprétation, ça permet également de distinguer des nuances de gris que l'œil humain n'est pas capable de discerner. C'est là le sens de l'élément. Il ne faut pas perdre l'idée du progrès, c'est pas du gadget, ça doit se servir dans le sens noble du progrès. Oui, mais attention, il y a encore malheureusement beaucoup de problèmes avec cette intelligence artificielle parce que c'est très énergivore. Tous ces outils-là demandent énormément d'eau, par exemple, demandent énormément d'investissement, de minerais et tout ça. Et du coup, il y a quelque chose vraiment sur lequel il faut réfléchir pour rendre ces intelligences artificielles beaucoup moins gourmandes et plus efficaces. Je dirais que maintenant, on est sur la phase où on est plutôt dans les recherches, donc on ne fait pas énormément attention, même s'il y a des recherches qui se font. Mais j'espère que dans l'avenir, il va falloir concilier l'impact environnemental autant que social de l'intelligence artificielle. Social, environnemental. En fait, on parle beaucoup de numérique ou d'intelligence artificielle responsable ou verte. Moi, ça m'embête un peu, j'ai l'impression que c'est un oxymore. Moi, je dirais que plutôt, il va falloir dire du numérique acceptable. Et non pas responsable, c'est pas possible parce que c'est deux choses contradictoires. Quand on fait du numérique, quand on fait de l'intelligence artificielle, on va utiliser des outils qui sont très énergivores. Maintenant, il faut trouver juste le bon curseur. Et pour pas dire de bêtises, je vais enregistrer votre nom, votre prénom, et puis là où vous travaillez et vos qualifications. Ok, donc moi c'est Rochane, R-O-C-H-A-N-E, Kerbouche, K-H-E-R-B-O-U-C-H-E. Je travaille à Bruxelles. Alors, le centre s'appelle Bruxelles Formation, c'est l'équivalent de l'AFPA en France. Et je suis responsable d'une équipe numérique pour l'accompagnement des formateurs et formatrices. Vous exercez en Belgique parce que ça n'existe pas en France. Qu'est-ce qui n'existe pas? Ce type d'enseignement que vous prodiguez auprès des formateurs. Si, ça existe en France, ça existe notamment à l'AFPA par exemple. Mais moi j'adore la Belgique, c'est un pays que à chaque jour quand je me rends là-bas, je vois un autre environnement, je suis content, mais je suis content aussi de revenir en France. Et alors, ça va conclure. L'intelligence artificielle est capable de belgitude, dans le sens de l'humour, un peu drôle comme oui, alors il faut savoir que l'outil IA, on lui demande parfois de faire des blagues, c'est pas terrible. Donc je préfère plutôt les blagues belges. Hein.